Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la course du jour, enfin des deux courses du jour, mais on va commencer dans cette première vidéo par le débrief du relais femmes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, une course où il y a eu quand même un petit peu de suspense, même si l'équipe de France est un petit peu au-dessus, et on va revenir sur tout ça. On parlera bien entendu de toutes les données d'analyse de la course et on parlera de la Norvège. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est la plateforme de podcast. TikTok, le débrief des compétitions en direct. Vous avez également les shorts sur YouTube. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Je remercie les gens qui le font. Vous avez également la possibilité de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. 4 km 6, c'était le relais du jour sur une piste de Nové Mesto qui est... la neige là est vraiment sale, hein. Là la neige est vraiment moche. Alors elle a jamais été excellente pendant toute la quinzaine, c'est vrai qu'il faudra quand même se poser des questions un jour au niveau du biathlon. Il va falloir monter en altitude ou penser à faire pourquoi pas du ski roue pendant même la saison hivernale, parce que on est tout le temps sur des altitudes moyennes, mais on voit bien que sur des altitudes moyennes maintenant, ça commence à être très compliqué d'avoir de la neige et d'être sûr d'avoir de la neige. Et si c'est pour avoir des anneaux comme à Oberhof, comme ici à Nové Mesto, où on a en fait qu'une bande de neige et à côté c'est complètement sec, ben on voit que ça salit très vite. Et la neige devient très très sale, et là c'est le cas, ça glissait pas énormément aujourd'hui, encore à Novo Mesto. Une course qui a été pleine de suspense, parce que la France a décidé de mettre du suspense, et la Norvège est passée encore complètement à travers, mais on parlera de la question quand même de la stratégie norvégienne, notamment sur l'idée de mettre Tendrevold en dernière relayeuse. On commence tout de suite par les résultats de cette course. Et donc le titre, premier titre de l'histoire de l'équipe de France. C'était jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe de France. Pourtant, on a eu des belles générations, hein. On a eu quand même un titre olympique il y a maintenant qui date de 92 à Albertville. On a eu les Corinne Niogret, on a eu Sandrine Bailly. Bon, à l'époque de Sandrine Bailly, il y avait peut-être pas forcément la grosse équipe. Florence Bavrel-Robert aussi, pour que ceux qui s'en souviennent, dans les années 2000. On a eu bien entendu Marie Dorin, on a eu Anaïs Bescon. On a eu quand même une génération où il y avait Anaïs Chevalier, Marie Dorin, Anaïs Bescon, Justine Brezaz, qui était jeune à ce moment-là. Elle est toujours jeune, hein, mais bon, à l'époque, elle est encore plus jeune. Mais on n'avait jamais réussi à avoir le titre parce que parfois on a vu des craquantes, parfois on n'était pas au niveau attendu, on n'arrivait pas à tout mettre bout à bout collectivement. Et là, ça a été chaud, mais la chance qu'on avait, c'est la marge de sécurité. On a utilisé un gros joker, mais on avait une marge. On avait une marge, et puis surtout, nos deux leaders, ils ont tracté l'équipe. Le relais de Justine, il est excellent. Une seule balle de pioche, mais alors avec un temps de ski où elle met une peignée encore à tout le monde. Il faudra faire attention à elle demain sur la Mastart. Je rappelle qu'elle est quand même championne olympique de cette discipline. Et Lou aussi, qui fait un super relais. Les deux ont tracté l'équipe. Lou, je dis toujours dans cette équipe de France, il y a trois indéboulonnables pour moi. C'est Lou, Justine, Julia. Et ensuite, c'est un peu plus compliqué pour les autres. Et encore, peut-être que Jeanne Richard l'année prochaine deviendra déboulonnable. Mais pour moi, dans cette équipe de France, tu as trois indéboulonnables. Lou, elle a montré pourquoi elle était indéboulonnable. Parce que le relais de Lou, elle colle 16 secondes à Knoten quand même. Et Knoten, c'est la meilleure relayeuse aujourd'hui de la Norvège. Knoten, c'est la seule qui a survécu dans ce relais. C'est-à-dire qu'elle colle 16 secondes à tout le monde. Sur un relais de 6 km, c'est pas extrêmement long, 6 km, 17 minutes de course, en 17 minutes, elle colle 16 secondes à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des filles, à la fin de son relais, elles savaient déjà qu'elles allaient plus jouer le titre. Il y a déjà quasiment 60% du peloton qui savait que on pourrait rien jouer aujourd'hui, parce que Lou les a mis à 45 secondes. C'est énorme, enfin 45 secondes, voire une minute. C'est énorme ce qu'elle a fait Lou Jean Monod. Le relais de Lou Jean Monod, il est exceptionnel. Justine Brezaz, pareil. Parce que Justine Brezaz, elle prend quand même le relais avec 45 secondes de retard. Elle le donne avec 10 secondes d'avance. Et oui,
elle le donne avec 10 secondes d'avance. Plus de 10 secondes d'avance, je crois. Je sais même pas si c'est pas 18, le vrai chiffre. Mais le relais aussi de Justine, il est exceptionnel. Et pourtant, j'avais peur parce que, comme Justine avait eu des tirs debout un petit peu compliqués, mais quand je l'ai vu faire sans faute sur le coucher, je me suis dit, déjà elle est dedans. Déjà elle est dedans. Et je pense que ça aurait été plus compliqué pour Justine si elle avait eu le relais en première position avec 15 secondes d'avance, ce qui s'est passé pour Christiansen par exemple chez les garçons. Je pense que ça aurait été plus compliqué pour Justine. Là, elle était dans une opération reconquête. Elle savait qu'elle devait faire la course parfaite aujourd'hui, Justine. Et je pense que déjà, ça lui a donné un surplus de motivation, mais elle n'a pas eu le temps d'avoir peur, Justine. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir peur. Elle était dans la position de la chasseuse. Et pas de la position de la chassée. La chassée, elle a toujours le temps d'avoir peur. Si elle avait eu 20 secondes d'avance ou 30 secondes d'avance, j'aurais plus serré les fesses. Là, elle était tellement dans une situation où il fallait qu'elle reprenne du temps. Voilà. Et le premier tour de Justine, après le premier tir, elle a déjà plus qu'à 10 secondes. C'est-à-dire, le premier tour de Justine est assez formidable. Et puis après, Julia, elle nous a fait peur, Julia, sur le dernier relais, parce que elle met 3 balles de pioche. La différence avec Christiansen, c'est que Julia, elle n'a pas craqué mentalement. Parce que Julia, elle aime l'opposition directe. On sait que c'est pour ça qu'elle est aussi forte en poursuite. Elle aime quand il y a de la confrontation. Parce que sur le dernier tir en confrontation, elle est difficilement prenable. Et puis elle a eu de la chance aussi, c'est que la Suédoise se plante. Parce que si la Suédoise s'était pas plantée, il y aurait peut-être eu un dernier relais qui aurait été plus musclé. Mais le dernier tir de Julia, elle a eu un peu les pétoches. Je pense qu'elle a eu les pétoches aussi parce que Julia, elle le sait depuis quelques jours quand même. On lui a rabâché à plusieurs reprises que la France n'a jamais été championne du monde et que c'est peut-être l'année ou jamais où la France pouvait obtenir ce titre. Et je pense que quand elle arrive sur le dernier tir, cet aspect-là mental, on sait que le mental, le biathlon est l'un des sports les plus durs au niveau psychologique, je pense, au monde. Parce que déjà, il y a un niveau d'exigence. Je rappelle, un 17 sur 20, c'est considéré comme un mauvais score. C'est que 3 balles à côté, au final. Un 17 sur 20. À l'école, quand tu as un 17 sur 20, tu as mis 3 réponses à côté, c'est un très bon score. Là, c'est un mauvais score. Donc, c'est un niveau d'exigence plus. Et parce que, comme il faut ce niveau d'exigence, c'est un sport qui est très dur mentalement. C'est pour ça que les mecs comme Tarjei, comme Simon Eder, qui sont toujours là à 40 balais, je trouve ça formidable. Parce que, contrairement à un dos sport, il y a une exigence mentale qui est dingue. Sur des saisons, en plus, très compressées, quand même, dans le temps. Les saisons durent 3 mois, 4 mois. Seulement 4 mois. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué mentalement. C'est un sport qui est très dur. Et je pense que Julia, il y a eu, voilà, elle avait un petit peu d'avance et puis elle s'est dit oui, c'est vrai que je peux amener le premier titre de l'équipe de France dans cette discipline-là qu'on est en attente depuis plusieurs années. Et je pense que voilà, ça s'est joué un petit peu dans sa tête. Mais le relais de Lou et le relais de Justine sont excellents. Pour Sophie, il y en a déjà quelques-uns qui ont déversé leur haine sur Sophie Chauveau. Déjà, encore une fois, c'est compliqué comme sport. Et Sophie, elle est en équipe de France depuis un an, même pas un an et demi, quoi. C'est-à-dire que Sophie Chauveau, je rappelle qu'elle est arrivée l'année dernière, fin décembre, en équipe de France. Ça fait, ça fait 15 mois qu'elle est en équipe de France A. Et oui, donc elle n'est pas... je rappelle qu'en début de saison, il y a eu un relais où c'était Chloé, je crois, qui était dans le relais. Et c'était pas Sophie, je crois, le premier relais de la saison. Il y a eu Chloé Chevalier quand elle a du mal au tir. Et Sophie, elle s'est retrouvée dans une situation qui est pas simple parce que elle s'est retrouvée avec de l'avance. Elle s'est pas retrouvée à la bagarre, elle s'est retrouvée avec de l'avance. Et en plus, son tir couché est pas simple. Il y avait un peu de vent au moment de son tir couché. Je pense qu'elle n'a pas trop analysé la situation, ce qui est une erreur de sa part, mais le tir était pas simple. Et comme elle s'est plantée sur le coucher, vu que son tir debout, c'est pas son tir le plus fort, forcément derrière c'était compliqué mentalement parce que les jambes ont commencé à trembler beaucoup plus, surtout qu'elle s'était plantée, donc je pense qu'elle a voulu se rattraper sur le tir debout, ce qui fait qu'elle se rate sur son tir debout. Mais
c'est déjà assez dur comme ça de la part de Sophie Chauveau. Et de toute manière, je vois pas pourquoi les. Enfin, ça, je pense qu'il y a un aspect pourquoi les gens insultent maintenant. Bon, déjà, parce que les gens insultent sur les réseaux sociaux, c'est devenu. Enfin, on va pas revenir sur les gens maintenant n'ont plus vraiment de filtre. Et deuxièmement, bah, il y a l'aspect paris sportif, hein. C'est que pendant quand même des années, le pari sportif était illégal en France. C'est devenu il y a deux choses qui sont devenues légales en même temps. Euh, Roselyne Bachelot avait fait ça quand elle est devenue ministre de la santé. Outre les vaccins je sais plus, comment ça s'appelait, la grippe H1N1, elle a fait deux choses. Les boissons à la taurine, qui ont été autorisées sous Roselyne Bachelot, et les paris sportifs. Parce que c'était interdit par le ministère de la Santé pendant très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être réfléchir à l'idée que les paris sportifs, c'est peut-être intéressant pour l'économie, mais c'est pas très intéressant pour la santé mentale des sportifs. Et que si on veut peut-être du calme dans certains sports, il va peut-être falloir arrêter les paris sportifs. Je pense notamment au tennis. Surtout que ça engendre plein de corruption après derrière. Mais oui, pour Sophie Chauveau, ce soir, ça doit être très dur. Parce que, certes, il y a la médaille, mais il n'y avait pas la manière, il n'y avait pas le beau geste. Et en plus, elle sait très bien qu'elle se fait... Enfin, je sais pas si elle ouvre les réseaux sociaux ce soir, mais ouais, elle sait que c'est compliqué. Donc, ça doit pas être facile. Pour une fille qui a 24 ans, hein. Je rappelle Sophie Chauveau. Elle est jeune. Encore une fois, elle est en équipe de France depuis 15 mois. Donc, voilà. Mais bon, pour savoir ça, déjà, il faut un peu s'informer sur la discipline et puis il faut réfléchir. Bon, et les gens qui insultent sur les réseaux sociaux, ça réfléchit pas des masses. Bon, la Suède, 2. Alors, la course n'est déjà pas parfaite pour la Suède, parce qu'il y avait quand même quelques balles de pioche avant Elvira Öberg. Mais sur les skis, moi j'ai trouvé Anna Öberg pas mal, parce qu'elle se prend... Alors le score est sévère par rapport à Justine, mais c'est Justine. Qui en plus fait un super relais. Donc je dirais qu'Anna Öberg fait une course qui est tout à fait correcte. Magnusson aussi fait un bon début de relais parce que Magnusson c'est pas la plus rapide des skieuses suédoises, donc elle prend un petit peu de temps par rapport à Lou, mais c'était pas forcément facile. Bon, Lynn Persson, elle fait sa course aussi. Je trouve que même elle est plutôt pas mal, Lynn Persson, parce que je crois qu'elle perd 13 ou 14 secondes au niveau temps de ski, ce qui est pas si mal par rapport à Sophie Chauveau pour Lynn Persson. Après, Elvira, ils sont compliqués les championnats du monde pour Elvira. Parce qu'elle n'est pas dans la forme de sa vie, et ça c'est depuis le mois de janvier. Je pense que les pics de forme ont été mal gérés par le staff suédois. Ils ont commencé un peu sur les chapeaux de roue, les Suédois, et à Östersund, et depuis, ça va en décroissant, quoi. Donc, je pense qu'on n'a pas bien géré le pic de forme. Et puis, ouais, Elvira, elle est un peu en difficulté. Là, je pense que aussi, sur le tir était peut-être pas forcément évident. Il y avait une nappe devant pendant toute la course. Et Elvira, je pense, a eu peut-être du mal à gérer ça. Et puis bon, elle a vu aussi qu'il y avait peut-être une opportunité en regardant un petit peu ce que faisait Julia Simon. Et puis elle n'a pas saisi l'opportunité. Et puis une fois que Julia Simon, en fait, elle rate ses tirs surtout à partir du moment où Julia Simon, elle réussit ses 3 balles de pioche. Elle voit Julia Simon partir. Et ça, je pense que ça a été dur mentalement à gérer pour Elvira. Après, elle sauve quand même la 2e place, hein. Donc, il faut saluer ça. Pour la Suède, c'est une belle récompense parce qu'il y a un gros collectif. Même s'ils ne sont pas forcément les plus rapides sur les skis, il y a quand même un gros collectif suédois aujourd'hui. Et qu'elles sont souvent passées à côté aussi de la médaille. Elles ont souvent fini 4e, ces Suédoises. Donc, ça récompense aussi un travail de longue haleine des dernières années. L'Allemagne, alors je crois que chez les garçons comme chez les filles, aujourd'hui les skis ne marchaient pas. Autant sur l'individuel, ça avait marché un peu mieux, autant là, c'était compliqué au niveau des temps de ski pour l'Allemagne.
Après, oui, la course a été compliquée. Moi, j'ai trouvé cette course de l'Allemagne difficile. On voit Yanni Najtic finit à 26 secondes, Grossian est à 23. Donc ça a été une course ouais, complexe pour cette équipe d'Allemagne. Schneider fait 3 balles de pioche sur le dernier tir, mais bon, c'est le même score que les autres. Mais je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. C'est-à-dire vraiment, les skis ne répondaient pas. C'est-à-dire que Selina Grossian, Yanni Najtic, qui pourtant ont fait un bon individuel, bah derrière, sur leur temps de ski, c'est pas bon. Et Vanessa Voigt, bah on sait que c'est toujours plus compliqué pour les skis pour elle, et c'est là où se creuse vraiment l'écart pour la médaille d'or. Par exemple, c'est sur le relais de Voigt, mais on le sait. Et puis il n'y avait pas Franziska Preuss, un peu souffreteuse, donc on a fini avec Schneider. Schneider, elle fait 3 balles de pioche, mais encore une fois, elle n'était pas prévue sur ce relais. Elle savait qu'elle pouvait jouer la médaille, donc c'était pas évident. Là aussi pour Sofia Schneider. L'Estonie, super relais au niveau des temps de ski. Tom Ingas a les deuxièmes temps de ski derrière Sophie Chauveau. Et l'écart, je crois, est assez restreint avec Sophie. Hop là, je remonte parce que là, j'ai regardé tous les temps de tout le monde. Elle finit à 9 secondes de Sophie. Donc c'est vraiment bien de la part de Tom Ingas. Surtout qu'elle finit super fort sur les 2 derniers tours. Elle commence en fait piano sur le premier tour. Et elle finit super fort. Parce qu'elle est dans les temps de Sophie Chauveau sur le 2e et 3e tour. Très gros chrono aussi de Regina Hermitz, qui fait 4e temps de ski, mais meilleur temps du dernier tour de son relais. Et après, Kulm, pour moi, elle fait une bonne course aussi, parce que 2 balles de pioche, on sait qu'elle est moins rapide sur les skis, mais elle fait le job au niveau du tir. Et elle finit aussi mieux, parce qu'elle commence 8e temps de ski, elle termine 6e temps de ski sur le dernier tour. Talia Herm, elle a eu plus de mal. Mais cette équipe estonienne, y a on voit que ça progresse. On sait ils vont organiser les championnats du monde à Otepää, mais on sent que c'est une équipe qui progresse. Et c'est une équipe dont il va falloir se méfier pour la médaille, pourquoi pas pour les Jeux Olympiques en 2026. Parce que c'est une équipe qui reste quand même encore assez jeune. Tom Ingas, elle est très jeune. Je ne sais plus si elle n'a pas 22 ou un truc comme ça. Tom Ingas, Touli. On peut vérifier. Je sais pas si on va. C'est toujours compliqué un petit peu pour avoir l'âge. Mais elle est très jeune, Tom Ingas. Et elle est très talentueuse. Est-ce que j'ai l'overview Ah non, je la voyais plus jeune que ça. Non, elle est de 95. Non, elle n'est pas si jeune que ça. Non, je la voyais plus jeune, Tom Ingas. Mais on voit que c'est une fille qui est de plus en plus performante. Je sais pas si les autres elles sont aussi jeunes. Regardez les 2 autres, on va dire tête d'affiche de cette équipe. Là c'est 96, donc non, c'est un petit peu toutes de la même génération. Et Suzanne Kulm, 96 aussi. Donc non, je les voyais plus jeunes. Mais elles ont fait la course de leur vie. Et puis peut-être que le collectif du relais fait qu'elles s'en sortent mieux. On sait que ça marche très bien, par exemple, pour l'Ukraine. L'Ukraine est toujours forte sur les relais, notamment au championnat du monde. Donc peut-être que là aussi, le côté collectif, le côté aussi où en début de course, on joue quelque chose, eh bien, ça les a encore plus motivés, parce que c'est vrai que à l'avant-dernier tir, elles jouent encore possiblement une médaille. C'est ensuite que ça se complique un petit peu, mais voilà, encore une fois, belle course, surtout quand tu vois que les 3 premières relayeuses sont à 5 balles de pioche. C'est Talia Herm qui est à 6 balles de pioche, mais les 3 premières sont seulement à 5 balles de pioche. Donc il y a vraiment un très gros Kulm, Tom Ingas, Hermit. Talia Herm, plus compliqué. Elle a quel âge, Talia Herm? Ça a été plus difficile. 93, donc c'est la plus ancienne, mais elle a eu un peu plus de mal, Talia Herm. Mais les autres ont fait une belle course. Ukraine, 5e, toujours là l'Ukraine. Puis pas mal. La Pologne, seulement 3 balles de pioche, très bon relais de la Pologne là aussi. Je trouve que le collectif polonais, alors c'est pas les plus rapides sur les skis, par contre sur le tir, elle se plante assez rarement. Jacqueline Chichon, Anna Majka qui reste là avec Sidorowicz, les 2 têtes d'affiche. Mais je trouve que la Pologne c'est pas mal. L'Ukraine, on sait après on est un peu sur les limites pour l'Ukraine et la Pologne. 5-6, tu sens qu'au-delà c'est compliqué. La République tchèque a longtemps cru pouvoir jouer quelque chose comme chez les garçons
Surtout que Charvatova, bon, même avec un tour, parce qu'on sait qu'elle a toujours des craquantes sur le debout, on était à la minute, donc c'était toujours chouable. Mais il y a un Jislova fait un deuxième tour, et là ça condamne complètement l'équipe. Donc c'est dommage, hein, le debout qui a vraiment plombé cette équipe de République tchèque. Avec pourtant, bon, Davidova aussi qui fait 4 balles de pioche, c'est pas fantastique. C'est dommage parce que Vobornikova avait encore bien lancé cette épreuve. L'Autriche, pendant très longtemps, quatrième, aussi dans la bagarre pour la médaille de bronze, sauf qu'Anna Juppe, ça a été catastrophique son tir couché, avec 2 tours de pénalité, et voilà, elle n'a pas réussi à vraiment faire ce qu'elle voulait, parce que sinon, l'Autriche, c'était là aussi seulement 3 balles de pioche sur les 3 premières, Steiner, Gandler, Hauser. Pour Anna Juppe, ces championnats du monde ont été plus compliqués. La Suisse, Lena Iquigros qui a encore planté le relais. Je dis encore planté le relais parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ça, Lena Iquigros. Et là, 3 tours de pénalité, 3 balles de pioche, le debout a été catastrophique. C'est dommage parce que là encore, début de course qui était bon avec seulement 2 balles de pioche, même si les temps de ski des sœurs Gasparine, c'est vraiment pas ça. Il va falloir vraiment. Enfin voilà, l'équipe de Suisse sur les temps de ski, c'est pas ça. Sauf les Iquigros, sauf que les Iquigros sur le tir, ça a été difficile. Des championnats du monde qui seront oubliés pour les Iquigros, hein, entre la non-participation à la poursuite, un relais planté, ça a été dur. Ça n'a pas été les championnats du monde des Suisses en général. Norvège. Moi, il y a quand même une question qui m'intrigue du côté de la Norvège, c'est le choix de Tendrevold en dernière relayeuse. Quand tu sais, alors de toute manière, ça aurait été compliqué quand même, mais bon, elle remontait bien Tendrevold. Ça aurait été quand même compliqué pour aller jouer la médaille. Mais quand tu sais que Tendrevold est en manque de confiance cruelle, quand tu sais que Tendrevold est en grande difficulté aujourd'hui au niveau du tir debout, tu la mets dernière relayeuse, toi. Enfin, je sais pas, mais moi, j'aurais plutôt mis Anne Clive, dernière relayeuse. J'aurais inversé les positions. J'aurais mis Tendrevold, Anne Clive, j'aurais inversé. Et j'aurais inversé aussi Idalienne et Knoten. Parce qu'on sait que troisième relayeur, c'est le poste avec le plus de responsabilité. Parce que si tu te plantes, la course est finie. C'est impossible quasiment. Autant le deuxième relayeur se plante, on a vu avec Sophie Chevaux, mais on l'a vu également avec les garçons du côté de l'équipe de France. Tu peux encore jouer quelque chose. Mais quand le troisième se plante, c'est fini. Si à la force du dernier relais, tu as 35 secondes de retard, c'est très compliqué d'aller chercher quelque chose. Donc moi j'aurais mis Idaline première partante, parce que le premier tour dans le peloton, et ensuite il faut se focaliser vraiment sur son tir pour pas planter l'équipe. Je pense que c'était un peu plus facile pour Idalienne. J'aurais mis Knoten troisième, parce qu'elle fait plutôt des bons championnats du monde, jusqu'à maintenant. Et qu'au tir, elle a plutôt été fiable, Knoten. C'est plutôt sur les skis que c'est compliqué, mais sur le tir, elle a été performante. Et j'aurais inversé Anne Clive et Tendrevold. Moi, j'aurais mis Tendrevold 2, parce que c'est un poste avec... On peut encore récupérer tes erreurs. Quand tu fais des erreurs deuxième relayeuse. Et en plus, en deuxième relayeuse, tu étais face à Sophie Chevaux, qui n'est pas imperturbable au tir. Tu étais face à qui du côté de la Suède? C'était Lynn Persson, donc qui n'est pas la plus rapide sur les skis. Tu étais face à Grossian aussi, donc qui reste jeune. Tu avais juste Tom Ingas du côté de l'Estonie, qui reste à la tête d'affiche estonienne, et Maïka. Mais tu étais face à Charvatova, donc tu savais que même en faisant des erreurs, Tendrevold, ça passait sur ce relais-là. Sauf qu'on la met dernière relayeuse, et je comprends pas l'idée. C'est-à-dire que la fille en manque de confiance, elle s'est plantée sur la poursuite, elle s'est plantée sur l'individuel, elle s'est plantée sur le relais mixte, en étant dernière relayeuse sur le relais mixte. Tu la mets encore dernière relayeuse du... Enfin, à part pour tout faire pour planter ton relais et tout faire pour empoisonner la fin de saison de Tendrevold, parce que là, dans la presse norvégienne ce soir, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux qu'elle va se faire démonter Tendrevold, hein. Il y a sur la presse norvégienne, va la défoncer. La NRK, je pense que le plateau de fin de course de la NRK, en plus les garçons n'ont pas gagné le titre non plus,
ça va être catastrophique pour Tendrevold. Je comprends pas comment les coachs ont pu se dire cette stratégie-là. C'est comme si nous, on avait mis dernière relayeuse Chloé Chevalier quand elle n'arrivait pas à tirer les dernières balles. Mais c'est quoi l'objectif? C'est de l'enfoncer encore plus, ton athlète? Parce que là, c'est bien joué. Si c'était ça l'objectif, c'est de l'enfoncer encore plus. On n'est pas en Coupe du Monde, ou en Coupe du Monde, j'avais dit une fois, on avait mis Emilien Jacquelin, troisième relayeur, pour c'était pour le mettre face à ses responsabilités. J'avais dit qu'on l'avait mis troisième relayeur. Mais c'était une Coupe du Monde. C'était pas au championnat du monde. Et en plus, Emilien Jacquelin n'a pas le statut qu'a Tendrevold dans l'équipe de Norvège, où Tendrevold c'est vraiment l'archi-leader, n'était pas dossard jaune, n'avait pas vécu des courses auparavant qui étaient aussi catastrophiques que Tendrevold au niveau du tir. Donc là, vraiment, à part enfoncer Tendrevold encore plus, quitte à ce qu'elle... Enfin, je vois pas comment elle va pouvoir gagner la Coupe du Monde, à part si elle se ressaisit, mais ça va être terrible pour elle mentalement. Je me demande comment elle va réussir même à repartir. Parce que certes, elle a le dossard jaune, mais alors là, elle doit être 36e dessous en dépression, burn-out, Tendrevold. Mais pour moi, les coachs ont... Enfin, je comprends pas comment les coachs ont pu avoir cette idée-là. Vraiment. Mais bon, dans l'équipe masculine, on peut se poser aussi des questions sur le fait de mettre Christiansen en dernière position, mais ça, on en reparlera sur la course masculine. L'Italie 11, Vireur qui arrête sa saison, qui prend pas sa retraite pour le moment, mais elle y réfléchit. L'année a été catastrophique pour Vireur. Le temps de ski de Vireur sur son relais, il est vraiment pas bon. Je vous le mets. Vireur, que je retrouve. Vireur finit 12e temps de ski. Donc quand je dis que le temps de ski était vraiment pas bon sur ce relais, où elle est deuxième relayeuse. Donc encore une fois, le relais où il n'y avait pas forcément les têtes d'affiche, les grosses têtes d'affiche. Donc c'est pour vous dire vraiment que ça a été... Elle perd 1 minute sur Sophie Chauveau. Hein. Donc voilà, c'est vraiment catastrophique. Sur les temps de ski, je pense qu'aussi les Italiens aujourd'hui n'ont pas trouvé la solution au niveau du fard parce que les garçons ont eu aussi un relais compliqué. Bon, Vitotti, elle avait plus grand chose à jouer. Hein. Quand elle prend le relais, elle est déjà à 4 minutes. Donc elle n'avait plus grand chose à jouer. Mais c'est vrai que Vireur, ça a été difficile. Et donc, bah voilà, elle arrête... Enfin, Comola les avait mis déjà bien en difficulté. C'est pas la première fois cette année que le relais italien commence déjà avec 2 minutes de retard. Il y avait eu également Carrara qui avait fait la même chose. De toute façon, cette équipe italienne, la densité dans cette équipe italienne, je me disais hier soir, une Chloé Chevalier aurait totalement sa place avec le niveau qu'elle a eu en début de saison dans le collectif italien. La densité, une Gilone Guigona aurait fait partie du relais italien, totalement. Et ça aurait presque été la tête d'affiche du relais italien avec Vitotti. Donc aujourd'hui, tu vois aussi le problème du collectif italien, il est très faible en fait chez les filles, parce que pendant très longtemps, Vitozzi, Vireur ont été l'arbre qui cachait la forêt, mais en fait, le collectif italien derrière, il n'y a personne. Et comme chez les garçons, alors tu as un collectif qui jeune, mais derrière Bionaz et Giacomel, bon, Lucas Hofer est quand même vieillissant derrière, il n'y a pas grand monde. Donc, et Vireur, bah, on ne sait pas si elle va prendre sa retraite ou pas, mais bon, quand on commence à y réfléchir, c'est pas toujours bon signe. La Belgique, on finit avec la Belgique. C'était pas mal le début de relais de la Belgique, premier relais féminin de l'histoire de la Belgique. L'Otelli, très bien, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'Otelli au tir, c'est plutôt fiable, et bon, sur les skis, c'est un peu plus compliqué, mais... Maya Clotens fait un super relais. Je voulais voir même son temps de ski à Maya Clotens, parce qu'il doit être vraiment pas mal, le temps de ski de Clotens. Ouais, 11e temps de ski, c'est pas mal. Parce qu'elle est jeune. F. Bouvard, fantastique aussi, 9e temps de ski. Bon, le dommage, les 3 pioches. Bon, voilà, Marine Desblum, elle a été plus en difficulté. Elle finit déjà 14e temps de ski. Elle a eu du mal pendant tout ce relais. Et puis surtout, son tir couché qui a été compliqué. Mais c'est dommage parce que les 3 premières relayeuses, ça mettait le relais 8e. Donc c'était plutôt très très bien de ce côté-là. Bon, voilà, ensuite, on voit les équipes, les autres équipes ont fini à un tour.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!